De la paix à la guerre, maintenant, depuis dimanche, on le craignait. Mercredi, la Turquie a lancé une offensive dans le nord-est de la Syrie. L'opération militaire vise à déloger les combattants kurdes syriens, hier encore alliés des États-Unis, contre le groupe État islamique. Les tirs de roquettes en direction de la frontière syrienne ne laissent aucun doute possible. L'offensive est bien engagée. Ce sont les images les plus récentes, celles d'un convoi de l'armée turque qui roule vers le nord de la Syrie. Depuis la capitale turque, le président Erdogan surveille avec son état-major ce qu'il appelle l'opération source de paix. Nous allons empêcher la création d'un couloir de terreur, dit-il, et nous ne viserons pas les civils. Sauf qu'avec le pilonnage turc qui a commencé mardi dans la région, plusieurs auraient déjà perdu la vie. Les Turcs, aidés par l'armée nationale syrienne, veulent pourchasser les milices kurdes qui pourtant ont collaboré aux efforts internationaux pour faire tomber le groupe armé État islamique en Syrie. Mais pour la Turquie, c'est l'occasion de mater des milices kurdes qui mènent une guérilla et qui revendiquent plus d'autonomie gouvernementale depuis presque 40 ans. Depuis l'annonce du retrait des forces américaines, le président turc estime qu'il a maintenant le droit d'anéantir ce qu'il appelle des terroristes, les Kurdes stationnés en Syrie. Face aux premières attaques, certains Kurdes syriens n'ont pas d'autre solution que de fuir la région vers un destin inconnu. D'ailleurs, c'est un véritable exode que l'on constate à la frontière. C'est la troisième offensive de la Turquie en Syrie depuis 2016 qui ouvre un nouveau front dans un conflit qui a fait plus de 370 000 morts et qui a déplacé des millions de personnes. Est-ce que cette intervention militaire est, comme on peut le lire depuis quelques jours, scandaleuse, honteuse ? Elle est scandaleuse dans la mesure où c'est une intervention militaire évidemment extrêmement violente avec un objectif qui est d'anéantir la présence des Kurdes dans cette zone à la frontière entre la Turquie et la Syrie, puisque l'objectif déclaré de Erdogan, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de continuité territoriale entre les Kurdes syriens et les Kurdes turcs, puisque la bête noire du régime de Erdogan, ce sont les Kurdes dans son propre pays. Donc il y a vraiment cette volonté de faire en sorte que, depuis, à la faveur du conflit syrien, les Kurdes syriens ont acquis une autonomie dans cette partie nord, une partie de la partie nord du territoire syrien. Et donc la hantise de Erdogan, c'est que les Kurdes turcs se servent comme base arrière de ce territoire des Kurdes syriens pour mettre en danger, ce qu'il perçoit lui, mettre en danger son propre pouvoir. Donc c'est en ce sens qu'effectivement cette offensive est une offensive absolument dramatique pour les Kurdes, qui sont les premiers évidemment à subir les foudres de l'intervention turque. Dramatique, honteuse, scandaleuse Je dirais conséquente, c'est-à-dire qu'elle aura des conséquences au niveau géopolitique et au niveau sécuritaire, puisqu'on attend de voir le rôle que la Syrie, le régime syrien va jouer, comment il va instrumentaliser ça, comment la Turquie va aussi user on prévoit quand même que l'armée turque parviennent à reprendre le territoire kurde compte tenu de la disproportion des forces. Et donc, quel marchandage va-t-il faire avec cette zone extrêmement dangereuse, extrêmement à haut risque? Comment est-ce qu'il va jouer avec les Européens, avec les autres puissances de la région? On va essayer, si vous le voulez bien, parce que justement, on est au Proche-Orient, il y a toujours beaucoup d'acteurs, beaucoup d'intervenants. On va essayer de les prendre les uns après les autres. Si on se place du point de vue de la Syrie, donc on ne sait pas encore comment va se positionner le régime de Damas. Alors, Enfin, on sait en partie, parce qu'on voit bien qu'il y a une partie des Kurdes syriens, par exemple, qui ont décidé de s'allier avec le régime de Bachar el-Assad, parce que justement, ils ne veulent pas subir les foudres de l'offensive turque. Le problème de la Syrie, aujourd'hui, du gouvernement de Assad, c'est qu'il ne supporte pas cette présence de la Turquie sur le territoire syrien. Et donc, parce que du coup, ça veut dire que le gouvernement de Assad n'est pas en mesure aujourd'hui de recouvrer l'ensemble de sa capacité à retrouver le pouvoir sur l'ensemble du territoire. Donc, lui, ce qu'il veut, le régime de Assad, c'est de récupérer une partie des Kurdes syriens pour montrer qu'il a récupéré sa souveraineté sur l'ensemble de ce territoire. L'idée de Recep Tayyip Erdogan, c'est aussi de remettre en Syrie les réfugiés syriens qui se trouvent là. D'un point de vue démographique, c'est potentiellement catastrophique pour la Syrie ? Ce sera très compliqué dans cette région-là. Alors la région dans laquelle il est en train d'attaquer n'est pas très peuplée. Quand on regarde une carte de la densité de la population syrienne, ce n'est pas une partie très peuplée. Et par ailleurs, ce n'est pas une partie peuplée exclusivement de Kurdes. Même dans cette partie-là du nord de la Syrie, il y a de très importantes minorités arabes. Et d'ailleurs, une partie des troupes
qui aident aujourd'hui l'armée turque sont des troupes syriennes arabes de l'opposition syrienne. Le reportage d'ailleurs disait armée nationale syrienne, c'est une appellation très ambiguë, ce n'est pas du tout l'armée du régime, ce sont des opposants au régime de Bachar el-Assad. Donc effectivement, le projet d'Erdogan, alors est-ce que c'est un projet réel ou est-ce que c'est simplement quelque chose qui lui permet de calmer son opinion publique? L'exaspération contre la présence de migrants, d'immigrés syriens a augmenté depuis ces derniers mois à cause de la détérioration de la situation économique turque. Donc effectivement, Erdogan dit qu'il va réinstaller. Je pense que ce sera très compliqué à faire. Et par ailleurs, il menace les Européens, s'ils le condamnent trop, cette offensive, de déverser, si je puis dire, les migrants de l'autre côté vers l'Europe, comme il a fait en 2015. Alors, je rebondis. Intéressons-nous aux Européens. Recep Tayyip Erdogan menace, clairement, il l'a fait hier jeudi, de rouvrir en fait les portes du pays pour les migrants. C'est l'une des plus grandes craintes des Européens qui ont passé un accord avec Ankara. C'est un vrai pouvoir de chantage en réalité que détient Recep Tayyip Erdogan. C'est une menace qu'il a toujours implicitement ajoutée et qui est toujours là, qui est toujours possible. Mais je voudrais revenir sur un point, il y a une convergence implicite et perverse entre le régime de Damas et le régime et le gouvernement turc. Pourquoi? C'est qu'en fait, la Syrie, depuis Assad père, avait toujours reconnu à l'État turc un droit de suite contre les milices kurdes à l'intérieur du territoire syrien de 30 km. Et c'est cette même surface que l'armée turque veut aujourd'hui occuper, c'est-à-dire 30 km en profondeur dans le nord de la Syrie sur 500 km. Ça fait 17 000 km², c'est-à-dire une fois et demi le Liban. Et la Turquie envisage de transférer dans cette région 1,5 million de réfugiés syriens qui sont en Turquie pour les mettre sur place. Et ces réfugiés sont majoritairement arabes. Ce qui veut dire que la composition démographique de cette partie kurde va être complètement remodifiée et les Kurdes vont se retrouver encore minoritaires. Et l'erreur aussi des Kurdes, c'est comme toujours, d'avoir toujours mis tous leurs œufs chez un seul protecteur, c'est-à-dire les États-Unis. Alors, on va y venir aux États-Unis, mais vous voulez rebondir, Yann? Je ne suis pas d'accord là-dessus. Pourquoi est-ce que les Kurdes de Syrie ont acquis une autonomie depuis 2012? Parce que le régime a retiré ses troupes. Implicitement, le régime a dit aux Kurdes, si vous ne rejoignez pas l'opposition à mon régime, je vous fiche la paix. Donc les Kurdes ont fait un pari d'une alliance objective avec le régime, et donc avec la Russie, en même temps qu'ils avaient une alliance avec les États-Unis contre Daesh, contre l'État islamique. Ce qui veut dire qu'ils ont réparti leurs œufs, mais je pense... Les armées, c'était les États-Unis, c'était pas le régime. On est d'accord. On ne peut pas dire non plus qu'il y a simplement les Kurdes. Non, absolument. Parce que quand on parle des Kurdes en Syrie, par exemple, au début de la révolution 2011, qu'a fait Bachar el-Assad? Voulant récupérer les Kurdes syriens pour éviter qu'ils ne rejoignent la révolution, il leur a enfin accordé des droits dont ils étaient privés jusque-là. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la nationalité syrienne. Ils faisaient partie de ce qu'on appelait les bidounes. Bidoun en arabe voulant dire sans, donc sans nationalité. Donc Assad a compris en 2011 que s'il voulait récupérer les Kurdes pour les éloigner de la révolution, il avait la possibilité de leur accorder la nationalité syrienne pour les reconnaître comme des citoyens syriens et éviter qu'ils ne rejoignent la révolution. Et depuis, il y a vraiment deux camps chez les Kurdes. Il y a les Kurdes qui ont accepté ce marché proposé par Assad et les Kurdes qui ont refusé ce marché et qui ont rejoint l'opposition. Donc aujourd'hui, quand on parle des Kurdes, il faut savoir de qui nous parlons. Est-ce que nous parlons des Kurdes qui ont leur propre agenda ou les Kurdes qui font partie aujourd'hui, qui sont ralliés à Damas? Et depuis, face à la pression des Turcs, il y a une partie des Kurdes qui a accepté de passer un marché avec Assad, préférant la protection de Assad à devoir faire face à l'offensive menée par Daesh. Précision rapide, et ensuite vous, Anne, j'aimerais qu'on en vienne aux États-Unis. Pour ne pas verser dans une explication purement ethnique, ce qui serait simpliste et faux, il faut dire que dans les milices kurdes, il y a des Arabes et des chrétiens syriaques. Dans l'armée turque qui envahit, il y a des soldats et des officiers kurdes. Et dans l'armée syrienne du régime et dans le gouvernement syrien, il y a aussi des Kurdes. Oui, c'est-à-dire que par rapport justement au régime syrien, quelle prise il a sur l'ensemble de ce groupe, c'est-à-dire de cette diversité au sein des Kurdes, sur qui va pouvoir s'appuyer aujourd'hui? Parce que depuis le début de la révolution, eh bien, il y a eu toutes ces évolutions, l'instrumentalisation aussi turque.
turque, de l'opposition syrienne. Donc les jeux ne sont pas écrits d'ores et déjà, et c'est tout le risque qu'on a, la tension qu'on a aujourd'hui sur cette région. Cette séquence a démarré dimanche à la Maison-Blanche. Donald Trump annonce retirer les soldats américains stationnés en Syrie près de la frontière turque. Rétro-pédalage lundi dans la confusion, sous la pression internationale, sous la pression de son propre camp. Le président américain met la Turquie en garde contre tout excès. Il menace de détruire et anéantir complètement l'économie turque. Pourquoi cette annonce maintenant ? Il avait déjà évoqué l'idée, mais pourquoi l'idée d'un retrait immédiat ? C'est un effet de manche. Parce que ce n'est pas la première fois que Trump menace de, je cite, de détruire l'économie turque. Quand la Turquie, par exemple, s'était proposée d'acheter des missiles d'un système antiaérien russe, les fameux S-400, il avait menacé de dévaster économiquement et financièrement la Turquie. Et il n'a rien fait. Non, c'est qu'il est obligé, comme sa décision de retirer les troupes américaines avait suscité la colère du département d'État et du Pentagone, qui n'avait pas été sollicité, comme d'habitude avec lui, eh bien, il essaie de compenser rhétoriquement, comme il en a d'habitude, c'est un pur effet de manche, en menaçant la Turquie. Ce qui se passe aussi, c'est que n'oubliez pas, Trump est en période préélectorale, qu'un de ses maîtres mots pendant sa campagne précédente et celle-ci, c'est de dire qu'il n'y aura plus un seul soldat américain au Proche-Orient et qu'il est aujourd'hui engagé dans une procédure d'impeachment et qui lui cause vraiment des vraies difficultés politiques. Et moi, je pense qu'il fait largement diversion aujourd'hui sur le dos des Kurdes en déclarant à Erdogan que celui-ci peut lancer cette offensive, il n'y aura pas de réaction, se rendant compte après des conséquences sur sa scène politique intérieure, quand on voit les membres du Congrès qui ont explosé de colère parce que le Congrès était en faveur des Kurdes, parce que les Kurdes ont été soutenus par les Américains, comme ça a été dit tout à l'heure, en particulier dans la lutte contre l'organisation État islamique, que du coup Trump s'est aperçu qu'il avait été trop loin dans ses propos avec Erdogan, et que tout ça se réduit aussi beaucoup à une question de politique intérieure américaine. Et ça, je crois qu'il ne faut absolument pas l'oublier lorsque l'on parle de cette question qui va largement au-delà de la question des Kurdes. Mais comme, une fois de plus, j'allais dire malheureusement pour les Kurdes, ça se passe souvent sur leur dos. Alors, on a du mal parfois à définir la politique étrangère de Donald Trump. Il y a quand même un certain nombre de constantes. Main tendue à la Corée du Nord, des guerres économiques à tout va, une obsession sur l'Iran. Sur le Proche-Orient, il faut quand même reconnaître qu'il est assez stable dans ses positions, même si elles sont envoyées de façon peut-être un peu brutale. En tout cas, sur ce dossier, il est stable, puisque sa menace de retrait, elle n'est pas d'hier. Enfin, ce n'est pas la première fois qu'il menace de se retirer. À chaque fois, il y va, et puis pour des pressions soit intérieures, soit effectivement internationales, il revient en arrière, de la même façon qu'il a toujours menacé, il a toujours montré du doigt les autres pays de la coalition, en particulier les Européens, sur le sort des djihadistes. Il est dans une constante, absolument, sur ce dossier-là. Alors, ça va vous contredire un petit peu. Je vous propose qu'on écoute Donald Trump. C'était il y a un an. Depuis des années, donc ce sont des alliés solides des Américains. Le 27 septembre 2018, il y a un an. Écoutez bien ce que disait Donald Trump. On s'entend très bien avec les Kurdes. Nous les aidons beaucoup. N'oubliez pas que c'est leur territoire. Nous devons les aider. Je vais les aider. Ils ont combattu avec nous. Nous avons perdu des dizaines de milliers de Kurdes qui combattaient l'État islamique. C'est un grand peuple. Et nous ne l'avons pas oublié. Je ne l'oublie pas. Donald Trump a en effet trahi les Kurdes, on peut le dire. Donald Trump dit une chose et son contraire, sans arrêt. Et ce qui m'étonne, c'est que son électorat le suit. Parce que son électorat se fiche de la question kurde, soyons très clairs. Les électorats américains sont... Donc, qui disent aujourd'hui « je soutiendrai les Kurdes demain », qui disent le contraire, tout le monde s'en fiche, parce que le Moyen-Orient, pour l'électorat américain, qui est le seul interlocuteur qui intéresse Trump, l'électorat américain de Trump, je veux dire, le Moyen-Orient, c'est très loin, ça coûte très cher, ça fait des boys, des garçons morts qui reviennent éventuellement dans des cercles plombés aux États-Unis. Ils veulent plus s'en occuper du tout. Donc, pas de problème pour... On retourne au Proche-Orient, là où ça se passe. Les Kurdes vont faire quoi maintenant? Est-ce qu'ils vont se tourner vers Damas, vers Moscou? Quelles sont leurs options aujourd'hui? Il y a ceux qui se sont déjà tournés vers Damas. Il y a ceux effectivement qui vont voir du côté des Russes, parce que pour les Russes, ce qui est important, c'est que Assad retrouve l'intégralité du contrôle du territoire, puisque finalement c'est quand même la bête noire pour l'instant pour Assad. Il ne peut pas dire à la face du monde qu'il a gagné cette guerre, puisqu'il y a une partie du territoire, la région kurde, qui est administrée de façon autonome
par les Kurdes. Donc, pour les Russes qui essayent de trouver une solution politique au conflit syrien, qui aimeraient bien pouvoir annoncer un accord, une solution politique, même si elle est un peu bancale, le fait que les Kurdes restent à côté avec cette autonomie, ça déplaît profondément aux Russes. Donc pour les Russes, c'est l'occasion d'essayer à travers cette offensive de voir comment récupérer ces Kurdes, comment essayer de gérer cette carte-là pour après la monnayer sur le plan politique, avec une possibilité de dire qu'il peut amener une partie de ces Kurdes à la table des négociations et permettre de dire que ce sont les Russes qui sont les faiseurs de la paix en Syrie. Yann ? Les Russes font miroiter depuis des années maintenant une nouvelle constitution syrienne qui résoudrait les problèmes parce que Assad renoncerait à une partie de son pouvoir et l'accorderait. Et dans ce package, à mon avis tout à fait mythique, il y a de l'autonomie pour les Kurdes. Ce sera, à mon avis, maintenant encore plus difficile à faire décrocher à Assad que plus ça va et moins les Kurdes, en tout cas le PYD, qui est le parti kurde, très proche du PKK turc, que ce parti aura de moins en moins de territoire sous son contrôle. Et j'insiste sur un point, s'ils ont pu avoir cette autonomie, c'est parce que non seulement Assad a accordé la nationalité aux Kurdes, mais il a retiré les troupes syriennes dans la région, à l'exception de Kamishli. Alors l'offensive a créé un tollé international aussi parce qu'elle pose le problème des combattants islamistes. Ils sont engagés côté kurde ou prisonniers côté turc, ou prisonniers côté kurde. Ils détiendraient dans les 10 000 djihadistes, dont 2000 étrangers. Ça pose la question de la résurgence du groupe État islamique. Est-ce que c'est une possibilité ? Est-ce que là prochainement, dans les prochains jours, on va avoir des djihadistes en liberté dans le nord de la Syrie ? Alors, de toute façon, depuis la chute officielle de l'État islamique, les éléments se sont redéployés. Je veux dire, elle n'est pas morte. Et en plus, il y a des éléments de l'État islamique qui sont toujours en Irak et en Syrie fondus dans la population. Donc, et par ailleurs, ils se sont dispatchés dans les régions avoisinantes. Donc, ce n'est l'offensive turque et donc la fragilisation, la sécurisation des éléments, des familles de djihadistes réfugiés dans les 6 camps kurdes et les prisons qui détiennent les djihadistes de l'État islamique, eh bien, sont fragilisés par cette offensive, évidemment, et ça ne peut que encore plus réactiver ces réseaux qui étaient pour le moment sur un mode de clandestinité, de redéploiement, et ça vient nourrir en fait complètement la renaissance d'un État qui ne sera pas, d'un État islamique qui ne sera pas vaincu. Sur le groupe État islamique, Slimane, sur ce point précis. Oui, alors les Kurdes disent détenir à peu près 10 000 anciens miliciens et en même temps 80 000 civils qui sont leurs proches, leurs familles. Ça fait presque 100 000 personnes dans un territoire où il y a 5 millions d'habitants à peu près, la partie du Kurdistan syrien. Alors, Donald Trump a dit que Erdogan l'a assuré que l'armée turque allait veiller strictement à récupérer tout ce beau monde et à le tenir sous contrôle. Mais il y a un autre acteur qui veut utiliser la carte des prisonniers de Daesh diplomatiquement, c'est le régime syrien. Le régime syrien détient déjà des milliers, et notamment des Tunisiens, mais il ne veut pas les libérer sans rétablissement des relations diplomatiques avec les pays intéressés. Or, comme il y a des centaines et des milliers d'Européens, on peut supposer que si les Kurdes reviennent dans le giron syrien, le régime syrien récupère ces prisonniers et va négocier leur restitution ou leur jugement à leur pays d'origine européen en échange de rétablissement de relations diplomatiques. Vous n'êtes pas d'accord, Yann ? Le problème, c'est que les pays européens n'en veulent pas. Les pays européens ne veulent pas récupérer les djihadistes. S'il y a un point sur lequel Erdogan et Trump sont d'accord aujourd'hui, c'est que les djihadistes européens doivent être récupérés par les États européens. Ils ne doivent pas être jugés sur place. Et donc, les États européens font depuis le début, non, ils ne sont pas à nous, ils doivent être jugés sur place. Ce qui veut dire qu'on laisse soit le régime syrien juger les djihadistes, ce qui veut dire torture, exécution. Et la peine de mort. Ou la peine de mort. Soit le régime irakien, parce qu'il y a aussi beaucoup de djihadistes dans les prisons irakiennes. Et donc, ça veut dire qu'on laisse les autres se débrouiller avec notre problème. Et que les Kurdes ne peuvent pas le faire parce que les Kurdes n'ont pas d'État, donc c'est pas eux qui peuvent régler la question et pour juger. Pour conclure là-dessus, parce que ça va nous emmener assez naturellement vers le prochain thème, Donald Trump avait dit aux Européens, récupérez-les. On voit que l'Europe ne parle pas le même langage en fonction des pays, etc.
Est-ce qu'aujourd'hui, à l'aune de ce qui se passe, ils auraient dû les récupérer en effet, ces pays européens, Alors, et notamment la France, qui ne veut pas. Une des constantes, finalement, il en a du président Trump, c'est bien celle-là. Aujourd'hui, je pense que ça arrangerait, pour être un peu cynique, les Européens si finalement tous ces djihadistes étaient transférés dans les prisons syriennes. Puisque comme on n'a pas de relations diplomatiques, que de toute façon ça nous arrange de ne pas les avoir à la maison, eh bien on pourra faire valoir politiquement que nous n'avons pas de relations diplomatiques, dont nous ne pouvons pas interférer sur les ressortissants djihadistes qui sont emprisonnés. D'un mot pour conclure, ça sera la conclusion, Yann. Et mis à mort. Ou que le régime syrien les prenne pour après les relâcher, pour bien nous faire peur et montrer que de toute façon, il faut passer par eux et il faut passer par une négociation avec Damas, parce que Damas veut retrouver une relation diplomatique avec le régime syrien. Et c'est